Bonsoir et ravi de vous retrouver pour ce nouveau rendez-vous de la médiation des rédactions de France 3 consacré au traitement de l'information sur le plateau de votre télé, vous, des téléspectateurs et des journalistes. Et nous allons évoquer ce soir un des temps forts de l'année, le printemps arabe, mais cette fois après les élections qui viennent d'avoir lieu en Tunisie et en Égypte. Et nous allons nous interroger sur le rôle des médias dans cette transition démocratique. Comment libérer la parole après plus de 20 ans de censure? Peut-on parler aujourd'hui d'une véritable révolution médiatique? Nous évoquerons plus particulièrement l'exemple de la Tunisie. Nous y avons consacré l'enquête de votre télé et vous. Et nous avons sur notre plateau une des rédactrices en chef de la télévision tunisienne. Nous évoquerons aussi, et nous verrons que ces élections ont une résonance un petit peu particulière et différente, vue de la France. Interrogations et inquiétudes ces derniers jours à la une de la presse, certains allant même jusqu'à parler d'un automne islamiste. Alors, comment aller au-delà des clichés pour tenter de comprendre une réalité complexe en essayant aussi d'avoir un maximum de repères? C'est autour de tout cela que nous allons échanger dans quelques instants et comme il se doit et comme à chaque fois, notre débat se poursuivra sur Internet. Je voudrais tout d'abord vous présenter nos téléspectatrices, en l'occurrence, qui sont toutes très concernées par ce qui se passe de chaque côté de la Méditerranée. Laïla Madani, bonjour. Bonjour. Merci, vous nous aviez écrit pour apporter un témoignage après l'agression de Caroline Sins et de son équipe. Et vous êtes, vous, journaliste, vous avez beaucoup travaillé à la radio, vous avez travaillé au Maroc, vous connaissez très bien le monde arabe, donc vous aurez beaucoup de choses à nous dire. À vos côtés, Djihad Saadi. Merci Djihad d'être là, vous êtes ingénieur, vous êtes à Toulouse. Et voilà, il y a une nécessité pour vous, et vous nous expliquerez les initiatives que vous avez pu prendre pour justement tenter de comprendre ce qui se passe dans cette ébullition assez extraordinaire. Sarah Bengadra, merci. Vous êtes ingénieur en développement de Grenoble, mais vous étiez là au mois de février, puisque vous étiez venu lorsque nous avions parlé pour la première fois du printemps arabe, et c'était juste après la chute de Ben Ali. Journaliste présent sur le plateau, Hugues. Merci d'être là. Vous avez couvert, vous, les élections en Tunisie. Vous étiez sur place. Vous avez assuré les directs pour la rédaction. Gwenaël Lenoir. Merci Gwenaël. Bonjour. Vous connaissez très bien, vous aussi, le monde arabe. Et vous étiez en Égypte pour faire ce qu'on appelle les avant-sujets, pour faire des sujets dans le cadre des élections qui viennent d'avoir lieu. Et puis, on a le plaisir d'avoir à nos côtés Samira Madawi. Samira, merci d'être là. Vous êtes une des rédactrices en chef de la télévision tunisienne. Donc, vous avez vécu ce choc de l'avant et de l'après Ben Ali. Vous travaillez aussi beaucoup pour Africa numéro 1. Et donc, on est ravis de vous accueillir. Et moi, je vous propose de découvrir ensemble, alors, autour de cette thématique printemps arabe, révolution médiatique, comment libérer la parole. Il y a d'abord eu les réseaux sociaux qui ont joué un rôle très, très important pour libérer cette parole et pour, dans un premier temps, pour la révolution. Et puis, on va voir dans ce reportage que les journalistes tunisiens ont voulu, à leur tour, être des acteurs du débat démocratique avec l'enjeu ô combien important d'élections libres. Alors, comment on peut passer d'un journalisme bâillonné à un journalisme libéré? Comment on peut se défaire d'une culpabilité pour retrouver une crédibilité? Le reportage de Marie Coquante. Voici le générique actuel d'un journal télévisé de la chaîne publique de Tunisie. Un an après la révolution par le peuple tunisien, comment se redessine le paysage audiovisuel dans son ensemble? Il n'y avait aucun espace médiatique indépendant dans ce pays. Aujourd'hui, la mutation est inédite, elle est extraordinaire et elle se voit y compris à travers la chaîne nationale. Un paysage médiatique se met en place avec plus de 180 journaux, une dizaine de chaînes de télévision, 26 radios dont 12 nouvelles stations. Elle reflète la pluralité de la société tunisienne. Je voulais primo féliciter le peuple tunisien. Je me sens libre. Je ne trouve pas peut-être les mots, mais je suis libre. Après 23 ans de censure, les journalistes tunisiens retrouvent la liberté d'expression, réapprennent les réflexes journalistiques. Avec un défi de taille, couvrir les premières élections démocratiques. Pour réussir cet objectif, la télévision publique avait besoin d'une aide logistique et d'un partage d'expériences.
Lorsqu'on est arrivé, il y avait un gros problème qui se posait, c'est que la majorité des journalistes, c'est-à-dire même la moitié des journalistes de la télévision, étaient considérés comme, entre guillemets, bénalistes. Donc ils ont été évacués, ce qui fait qu'il y avait que la moitié du personnel qui était là. Et puis comme ces gens-là étaient à l'antenne, on se trouvait sans présentateur expérimenté, sans journaliste expérimenté. Il a fallu donc reprendre en main la rédaction, leur redonner les fondamentaux, si on peut dire, puis après les aider à aller jusqu'à la reprise de l'antenne totale. Ils savent comment travailler, mais il y a une espèce d'autocensure qui les bloque un petit peu. C'est là où il faut les aider à s'exprimer complètement. Mais en tout cas, il y a le sentiment que la Tunisie, maintenant, est connue dans le monde entier. Et ça, c'est une grande fierté. Puis en plus, savoir qui sont les initiateurs du mouvement et que derrière va y avoir l'Égypte, le Maroc et puis peut-être la Syrie un jour, ils se sentent un petit peu responsabilisés. Après l'optimisme du printemps arabe, l'inquiétude. Les médias français semblent déroutés par le résultat des élections en Tunisie et en Égypte. Le poids des mots et l'impact de certaines images ne risquent-ils pas de renforcer les clichés ? Au 20h de France 2 le 4 décembre, nous avons vu cette séquence. Une journaliste égyptienne s'entretient avec un salafiste. Un rideau les sépare. Vous rejetez la femme à ce point-là ? Décryptage. Bien évidemment, l'image interpelle le téléspectateur occidental. Mais il faut dire également qu'on n'est pas obligé d'interviewer ce salafiste lui-même en particulier et que ce salafiste particulièrement n'est pas représentatif de la tendance générale, il n'est pas représentatif de tous les Égyptiens. On est là dans une sorte de reconnaissance l'un par l'autre, dans un cadre culturel commun. Et bien évidemment, lorsqu'on le regarde de l'extérieur, cela nous paraît totalement ahurissant, mais en réalité, il a sa cohérence de l'intérieur. Je crois qu'il faut donner davantage la parole aux individus de l'autre côté de la Méditerranée pour qu'ils nous disent eux-mêmes comment ils interprètent et comment ils voient les choses, et ne pas essayer de plaquer, de transposer, de projeter notre propre sensibilité, notre propre regard sur des événements que nous n'avons pas vécus de la même façon que ces populations. Il faut savoir qu'on est en train de construire aujourd'hui l'image de ces révolutions arabes. Nous avons une responsabilité de maintenir un dialogue, de maintenir des passerelles, parce qu'il ne faut pas tomber non plus dans ce que l'on appelle la prophétie autoréalisatrice, à savoir qu'à force de crier au loup, on finit tout de même par avoir un loup de l'autre côté de la Méditerranée. L'arrivée au pouvoir de partis islamistes par la voie des urnes questionne les journalistes de chaque côté de la Méditerranée. Une mutation intellectuelle s'impose pour rendre compte avec le plus de justesse possible d'une réalité complexe et difficile à cerner. Laïla, alors justement, par rapport à cette réalité complexe, difficile à cerner, quelle est votre analyse et votre sentiment en réaction à ce qu'on vient d'entendre ? Je pense que, comme disait Mathieu Guider, il faut donner la parole aujourd'hui au mouvement islamiste qui arrive en force. D'abord, il faut distinguer que ce ne sont pas des mouvements qui sont restés figés. Ils ont évolué, donc il faut les écouter, non pas essayer de comprendre un petit peu ce qu'ils préconisent, quelle est leur idéologie, comment ils comptent participer activement à la vie politique du pays. Et il faut leur donner la parole. C'est fini le temps où on disait que les islamistes n'avaient pas le droit à dialoguer. Il faut les écouter et puis essayer de composer avec eux en sachant qu'il y a quand même une évolution de ces islamistes. Les islamistes des années 80, ce ne sont pas les islamistes qui sont aujourd'hui sur la scène politique. Donc il y a une différenciation à apporter, je pense. Tienne, alors la nécessité de comprendre ce qui se passe depuis plusieurs mois, vous l'avez ressenti fortement, notamment à Toulouse, puisque vous vous réunissez régulièrement pour échanger, vous rencontrez des gens, et notamment vous avez en quelque sorte préparé les élections comme on a pu le faire à la télévision tunisienne. Tout à fait, comme vous le soulignez tout à l'heure, il y a eu la période d'avant le 14 janvier où beaucoup de Tunisiens à l'étranger étaient connectés aux réseaux sociaux pour suivre les événements au jour le jour. Après, il y a eu le 14 janvier et la période d'après, et on avait vraiment la nécessité de comprendre ce qui se passait, de participer activement à cette transition démocratique qui est vraiment cruciale pour la Tunisie. Donc, on a eu l'idée de créer une association qui s'est créée d'une manière très, très spontanée lors d'une manifestation le lendemain de la Révolution à Toulouse. Donc, on s'est réunis et on s'est dit
comment peut-on participer à cette période qui est cruciale tout en étant loin. Et on a eu l'idée de créer cette association. Et depuis, on essaye de vraiment informer les Tunisiens de Toulouse sur les modalités de vote, par exemple, sur les partis politiques, sur, au final, les actualités de la Tunisie. On a organisé des conférences, des débats politiques pour justement inciter les Tunisiens à aller voter, par exemple, parce qu'il fallait passer de la période où on se sentait vraiment passif, on n'avait pas la possibilité de participer activement à ce qui se passe dans le pays, à une période où, au final, on a le droit de voter et on doit le faire pour participer à cette période qui est très importante. Alors Sarah, lorsque vous étiez venue au mois de février, vous étiez branchée 24 heures sur 24 sur les réseaux sociaux, y compris d'ailleurs sur la télévision tunisienne, que vous regardez toujours. Elle a changé, cette télévision? Oui, bien évidemment. Elle est contente, Samira. Mais moi aussi, je suis contente puisque on apprend à bien s'exprimer, à savoir s'exprimer surtout, et on apprend en fait en tant que citoyen, tout comme en tant que journaliste, parce que tous les deux on était opprimés durant l'ère de Ben Ali, quoi. Donc oui, à la liberté d'expression, et j'espère en fait que ça va s'améliorer de plus en plus. Samira, qu'est-ce qui a été le plus dur dans le fait de retrouver cette liberté d'expression dont vous avez été privés les uns et les autres pendant longtemps, y compris dans l'exercice de votre métier? Donc, c'est de se rendre compte que le combat ne fait que commencer, en fait, on n'a pas terminé. Et surtout, la vraie question, c'est comment faire de passer d'une presse sous influence, une presse de langue de bois, une presse muselée, propagandiste, surtout pour la télévision d'État reconvertie en télévision de chaîne publique, qui doit rétablir un contact de confiance et de crédibilité avec son public, parce que c'est la vocation d'une chaîne publique, surtout pour la télévision Tunis 1, la télévision nationale 1, et parce qu'il y a eu quand même un moment de flottement entre le 14 janvier et donc juste avant les élections. Il y a eu un moment de flottement où il fallait un réapprentissage total du métier. C'est le métier qu'il faut réapprendre de nouveau. Les gens ont l'impression qu'on était tous d'accord avec ce qui se passait. On ne l'était pas. On était des journalistes quand même recrues pour la plupart des instituts de presse, formés avec un certain idéalisme professionnel, donc le métier journalistique avec toute la rigueur professionnelle, et se retrouver à faire du journalisme à contrario de ce qu'on nous avait inculqué. Donc c'est quand même, on a combattu ce système à notre façon, parce qu'à l'intérieur, on n'est pas resté des êtres passifs. Oui. Nous sommes à notre façon, nous étions dans une longue critique, dans une remise en cause de tout ça, pour ne pas passer d'une presse débridée à une presse irresponsable. Nous sommes dans un moment de responsabilité.